Je vais donc appeler les intervenants de la première table ronde, si vous pouvez nous rejoindre. Donc, venez s'il vous plaît. Comme vous le souhaitez. Comme vous le souhaitez. Donc, les règles du jeu un petit peu de cette table ronde. Chaque intervenant interviendra les uns à la suite des autres, que dans la liste qui est juste devant vous. Par contre, effectivement, vous faites votre intervention et après, si vous le souhaitez, les autres intervenants peuvent réagir dessus, peuvent poser des questions. Vous pouvez vous poser des questions entre vous sans problème. Pour les autres, si vous souhaitez poser des questions, comme toujours, le petit mail que vous avez sur le programme, je prendrai connaissance des questions. Par contre, il y a énormément de questions qui arrivent, donc je traite celles que je peux, toujours pareil, pour respecter le timing, si vous en êtes d'accord. Et pour nos chers intervenants, vous aurez donc, pour votre PowerPoint, la petite zapette qui vous permet de passer le PowerPoint tranquillement. Alors, déjà, merci infiniment d'être venu ce matin. Merci de venir sur cette table ronde sur le lien avec nos partenaires sanitaires et sociaux en ville comme à l'hôpital. Le but de ce colloque, c'est savoir comment on peut faire du lien, comment on peut coopérer ensemble sur l'ensemble des territoires. Donc, je vais commencer par vous, David Guillet, président de la Fédération nationale des CPTS. Merci infiniment de votre présence. J'ai quelques petites questions à vous poser. Donc, première question, alors simple pour commencer, pour se mettre un petit peu en forme après cette soirée festive. Donc, pouvez-vous me présenter la fédération et comment marchent les CPTS? C'est à vous. Merci beaucoup. Vous m'entendez? J'ai la lourde tâche du coup d'ouvrir les débats. Encore merci à votre fédération pour l'invitation. Moi, je m'appelle David Guillet, je suis infirmier libéral en activité. Président de la Fédération nationale des CPTS, encore un acronyme, encore peut-être une couche supplémentaire dans l'organisation du système de santé et pourquoi on est là et pourquoi on existe. Les CPTS, c'est Communautés professionnelles territoriales de santé. Là où on a quelque chose déjà qui nous réunit, c'est que c'est la loi de janvier 2016 qui aussi institutionnalise le PRAPS, c'est-à-dire les projets régionaux, vous le connaissez mieux que moi, sur l'accès à la prévention et à la santé pour les plus précaires. L'organisation en santé, en fait, elle existe réellement depuis près de 30 ans, donc il est temps de tous qu'on se réveille un petit peu et qu'on se secoue, parce que le fait qu'on pense que chacun peut mieux faire que son voisin, ou du moins qu'on a les connaissances, mais qu'on mutualise peu, c'est pour moi, entre guillemets, le vrai défaut de nos organisations. Puisqu'on a 30 ans et que maintenant on est responsable, les premières lois arrivent en 96-97 en réalité. Et puis, pendant ce temps-là, il y a des évaluations des expérimentations. Moi, j'appartiens à une région Pays de la Loire. C'était l'une des premières régions en France à travailler sur une problématique de santé et de précarité, dès 97. Après, il y a eu les conférences régionales de santé. Et puis, on arrive à cette fameuse loi, petit à petit, après différents rapports du Haut Conseil de la santé publique, à l'organisation en santé et cette échelle manquante qui est l'échelle territoriale d'organisation, puisque nous, professionnels de santé libéraux, et j'en suis un, donc je peux moi-même nous critiquer, on a une formation très en silo, très concentrée sur nos propres activités, mais on regardait peu ou pas ce qui se passait ailleurs, puisque nos carnets de rendez-vous étant pleins, on n'a pas à s'occuper des autres. Les communautés professionnelles territoriales de santé, 2016-2017, la loi s'est restée un petit peu dans les cartons. L'intervenant d'hier, j'aurais dû lui tirer les oreilles, François Hollande, même si, avec Marisol Touraine, il a fait la loi. En réalité, ça faisait près d'une dizaine d'années qu'on leur disait qu'il y avait une échelle manquante entre la maison de santé pluriprofessionnelle et les structures autres, quelles qu'elles soient, comme les vôtres. Donc, discours de politique générale, Ma Santé 2022 en septembre 2018 du président Macron qui institutionnalise finalement les CPTS. Et de là, nous, ça faisait à peu près une année à quelques troublions, infirmiers, médecins, pharmaciens. On était une trentaine, on a créé cette fédération nationale qui a émergé en réalité après le discours de politique sur la santé du président Macron en septembre 2018 et qui crée cette fédération
qui a seulement un but, et c'est très raccourci de ma part, c'est de fédérer, c'est-à-dire que l'ensemble des projets territoriaux qui commencent à émerger, nous, on est là pour insuffler une dynamique, à la fois sur le cadre juridique, organisationnel et structurel. La fédération, aujourd'hui, représente environ 400 CPTS adhérentes. On était 30 individuels au tout départ, donc c'est un gros boulot de structuration. Là, on est en plein déploiement, en fait, sur notre structuration régionale et départementale pour coller au mieux à ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui et tous les intervenants autour de cette table. La couverture populationnelle aujourd'hui des CPTS en France, c'est 84% du territoire national sur environ 852 CPTS qui existent. Elles sont à différents stades de maturité, entre celles qui ont déjà signé un accord conventionnel avec l'assurance maladie et l'agence régionale de santé, 555, c'est pas très dur à retenir, ça c'était les chiffres de fin avril, et 852 CPTS à différents stades d'avancement, je le disais, où on a une couverture maintenant qui est à peu près générale au niveau de la France. Il y avait le Grand Est qui était en difficulté et certaines régions en fait, du Nord. Au jour d'aujourd'hui, ça se généralise. Le deuxième axe des CPTS, et j'en viens à votre question, c'est à quoi ça sert. À quoi ça sert? Donc on a en réalité des grands axes d'organisation. Il y a différentes tailles, 4 tailles de CPTS, taille 1, 2, 3, 4, taille 1, moins de 40 000 habitants, taille 2, jusqu'à 80 000, etc., etc. La CPTS moyenne en France, c'est 82 000 habitants couverts, mais la CPTS n'est pas une structure de soins. La CPTS, c'est une organisation territoriale qui a pour objectif un secteur géographique défini par les professionnels eux-mêmes. Et quand ils sont objectifs, ils s'entourent finalement de ce qui existe déjà sur le territoire, c'est-à-dire travaillent avec les élus, les usagers et les structures existantes. Ce n'est pas toujours le cas. C'est le défaut des libéraux, mais ils évoluent avec le temps. Et en fait, ce sujet de géographie de la CPTS, ça permet de définir un territoire sur lequel on a des obligations en santé. Et j'insiste sur le mot santé parce qu'on ne parle pas que du soin. Et enfin, on parle de santé, donc des enjeux de prévention. L'objectif en fait, des CPTS sur ces 4 principaux axes, c'est accès à un médecin. On ne peut pas dire qu'on est tout réussi là-dessus, mais on s'améliore. Je vais vous expliquer après pourquoi. Le deuxième enjeu, c'est la gestion des soins non programmés. Et avec le sujet de la grande précarité, malheureusement, j'ai envie de dire, quand les enjeux de prévention n'ont pas été à la hauteur, on a ces enjeux de soins non programmés. Le troisième axe, c'est des enjeux de prévention. Si l'État veut bien mettre un jour des moyens sur la prévention. Pour vous donner un petit focus prévention des CPTS, c'est 50 centimes par an et par patient. Donc avec ça, on fait des beaux autocollants, on fait des belles affiches, mais ce n'est pas avec ça qu'on va révolutionner la santé en France. Et le quatrième axe, en fait, c'est la gestion des crises sanitaires. Alors ça, c'est nouveau et c'est porté par la fédération. C'est qu'on a vu que les CPTS qui étaient les plus engagés, les plus matures au niveau de l'organisation, ont permis, dans les différents territoires, ce fameux aller vert qui a été repris par plein d'agences régionales. C'est-à-dire ça a permis à une échelle locale d'avoir un accès et ou à la vaccination, au dépistage et que sais-je. Et de là, on s'est dit que la CPTS pouvait être la bonne échelle sur l'organisation, notamment des crises sanitaires, en espérant que plus tard soit la prochaine. Est-ce que là, parce que je suis quelqu'un d'hyper bavard, hyper motivé, et là je prends 2 heures à tout le monde. Non mais moi, vous allez voir, j'ai un tic, et ils sont habitués, quand les gens sont un peu trop bavards, je me rapproche. Voilà, comme ça. Si à un moment, vous voyez que je me rapproche, c'est qu'il faut conclure. Est-ce que sur la première question... c'est très clair, parfait. Okay. Donc je vais enchaîner sur la deuxième question. Est-ce que les CPTS ont un rôle dans la lutte contre la grande précarité ? Alors non seulement on a un rôle, mais j'ai envie de dire on a une obligation. L'obligation, c'est de travailler avec les autres acteurs, et c'est encore le défaut des jeunes CPTS, c'est-à-dire qu'on a laissé, et c'est pas si mal, la main aux professionnels de santé libéraux, cette structuration. Parce qu'il y avait un hospitalocentrisme en France, en fait, qui nous tue encore un petit peu aujourd'hui, notamment dans les moyens et les organisations en santé. Et on a dit aux libéraux, finalement, on se fait le pari, et ça, c'était le discours de septembre 2018, qu'on vous donne les moyens d'exister, de vous structurer, apportez-nous une réponse organisationnelle, justement, au travers de ces enjeux, notamment les enjeux de la grande précarité. Alors, la CPTS, je le disais tout à l'heure, c'est Communauté professionnelle territoriale de santé. Donc, il y a ces enjeux de prévention.
qui nous a trait, et surtout de coordination des acteurs. Je le disais tout à l'heure sur la formation en silo, en fait, on a tout faux. La grande précarité, si on n'a pas une approche holistique de la personne, clairement, on va droit dans le mur. Puisque si moi, je fais juste mon petit truc en tant qu'infirmier, puis le médecin, puis, en fait, on sait que ces personnes-là, en termes d'accès aux soins, en termes finalement de prise en charge, si on n'a pas une approche transversale, et c'est là où la CPTS en fait a son rôle, parce que notre rôle à nous, c'est approche en santé, approche sur le social et sur le médico-social. Et quand je dis que ça nous impose ou que ça nous oblige, mais en même temps ça nous rend responsables, et il faut bien un petit peu qu'on le soit, c'est qu'il faut qu'on ait cette approche totalement transversale et de prise en compte de ce que sont et où les usagers et où les associations qui portent ces sujets de grande précarité. Moi, en tant qu'infirmier, dans ma formation, j'en ai jamais entendu parler. Ces accès aux soins, on le voit bien, c'est lié à des risques psychosociaux et de plus en plus jeunes au jour d'aujourd'hui. Et notre enjeu, finalement, c'est une fois qu'on a cette structuration et qu'on commence un petit peu à marcher tout seul, la CPTS, elles sont jeunes, il faut leur laisser, entre guillemets, 5 à 6 ans d'existence pour qu'elles commencent vraiment à apporter quelque chose de factuel avec des indicateurs. Donc toutes les CPTS qui ont 2, 3, 4 ans, la première ayant signé son contrat en 2019, il faut quand même leur laisser un peu le temps de grandir, même si on sait qu'à terme, c'est la bonne porte d'entrée. Sur les enjeux de précarité, moi, je donne un travail fin avec les usagers, avec l'ensemble des associations, avec les structures, pour qu'il y ait, pour moi, des après-midi. J'ai plein d'exemples, mais je ne vais pas vous les citer, vous allez vous rapprocher de moi, mais pour qu'il y ait des organisations fléchées de ces personnes qu'on ne stigmatise plus. Vous voyez, sur le rendez-vous non honoré, sur tout ça, l'espace-temps, il y a plein de choses en fait qui jouent sur les risques psychosociaux. Et quand on dit, au jour d'aujourd'hui, on va pénaliser celui qui ne vient pas à un rendez-vous, ce n'est pas une demande des professionnels de santé. Nous, c'est qu'on veut structurer l'offre, c'est qu'on veut améliorer l'offre, c'est tout sauf une bonne idée. Dans la CPTS où j'exerce, sud-ouest mayennais, alors nous, on a un petit peu plus d'âge, on est parti de 3 maisons de santé pluriprofessionnelles, puis on a évolué sur une structuration territoriale. C'est un non-sujet pour nous. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas 1 ou 2 ou 3, mais c'est un non-sujet pour nous parce que dès le départ, on a voulu travailler avec les usagers et on a eu des bêta-testeurs patients, professionnels et structures, en travail fin avec les élus, justement sur quelle est l'organisation sur ce sujet, la grande précarité, la prévention, qu'elle soit primaire, secondaire, tertiaire. Les enjeux sur la grande précarité, je dis oui, on n'est pas les meilleurs élèves, mais il faut que ça vienne. Ma présence ici en atteste, et l'objectif pour nous, à la fois fédération régionale puis départementale, c'est cette structuration, l'interconnaissance, et ce glossaire, en fait, dans nos langages un peu particuliers. L'objectif, c'est vraiment qu'on se connaisse, qu'on ait un catalogue de ressources, et je vous invite à vous rapprocher, en fait, ou de la fédération, et ça, c'est notre boulot à nous après, et de vos organisations en territoire pour connaître la porte d'entrée qui va vous permettre justement cet accès à ces enjeux de prévention, d'accès à la santé, d'accès aux soins, et puis je déroule le fil derrière. Donc, en fait, ce que vous nous dites, c'est que les établissements peuvent se rapprocher de vous pour coopérer, pour travailler ensemble, et donc, justement, sur l'ensemble des territoires, aider à réduire les inégalités. Alors moi, je ne vis pas dans un monde des bisounours, mais j'ai ce rêve qui existe, mais vraiment plus à grande échelle, que les établissements participent à la vie du conseil d'administration des CPTS, que des représentants de CPTS doivent être dans des conseils d'administration des établissements, les CME, etc. Parce que là, il faut qu'on arrête un petit peu. On dit tous qu'on est au pied du mur, mais on essaye tous de reculer un peu pour regarder à qui est la faute. À un moment donné, on se relève les manches, on discute, on se met autour d'une table et vraiment on agit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, une assemblée comme celle-ci, ça pose une problématique, mais le tout, c'est de la résoudre. Merci infiniment, et donc je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup. En termes méthodaux, donc, on déroule les présentations et ensuite on gérera les questions. Donc en termes méthodologie, on va dérouler les présentations. Merci infiniment. Nathalie Latour, chère Nathalie, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Donc tu es directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité. Plein de questions à te poser. Voilà. Mais je vais te laisser dérouler aussi, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu peux justement à la fois un petit peu me parler de tes actus, mais aussi répondre à cette question qui est posée par le colloque, comment on fait du lien ?
Je te donne la parole. Merci Grégory, merci pour l'invitation. Je suis absolument ravie d'être là avec vous sur un sujet pour un réseau comme le nôtre qui a un historique de partenariat important avec la Fédération Santé Habitat et qu'on va poursuivre ensemble. C'est un réseau, vous le savez, je le dis en 2 mots, donc qui fédère des dispositifs bien évidemment dans tout ce qui est hébergement, logement, dispositifs spécifiques du côté de l'asile, de l'insertion par l'activité économique, sur aussi les enjeux d'emploi, d'accès à l'emploi, sur tout ce qui est autour aussi des dispositifs spécifiques vis-à-vis des femmes, des jeunes. Donc on a, on va dire, un champ extrêmement large sur tous les enjeux, encore une fois, de lutte contre les exclusions, d'insertion, d'intégration et de lutte contre la pauvreté. Alors pourquoi ce sujet il est absolument fondamental pour nous? Je pense que hier vous avez eu une journée extrêmement forte qui a posé finalement les enjeux croisés dans lesquels on se trouve. C'est-à-dire qu'on sait très bien que sur les questions de santé, on a des déterminants qui sont extrêmement forts. Vous l'avez rappelé, la question de l'habitat et du logement, c'est un enjeu énorme pour notre fédération. On est très mobilisés sur la prochaine loi qui est en train d'être discutée au Parlement sur la question SRU, parce qu'on sait que la question de l'habitat, de la qualité de l'habitat, ne serait-ce que d'accéder à un habitat, puisque nous sommes avec des personnes qui sont sans abri. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui restent à la rue, des enfants. Donc on est très inquiet parce que là, encore une fois, si on est dans des logiques de prévention et non pas de réparation, eh bien, c'est bien évidemment tout de suite sur ces situations-là qu'il faut pouvoir agir. Et on sait que ça a des impacts sur les parcours de vie. Vous avez parlé de l'alimentation, de la mobilité, du travail qui peut être bien évidemment protecteur en termes de santé, qui peut être aussi, selon les conditions de travail, compliqué en termes de santé, donc c'est ces deux éléments-là. On est bien évidemment aussi porteur de la question, on l'a vu, et vous l'avez aussi vu hier notamment avec l'intervention de Jean-Michel Delisle, de l'impact de la question des conditions de vie sur les expériences traumatiques, les vécus des personnes, notamment en exil, pas que, qui ont aussi des incidences extrêmement fortes sur la façon dont les problématiques de santé vont se poser. Et cette question de la compréhension, effectivement, des parcours de vie, de la façon dont on peut recourir à un dispositif de santé où on peut se dire non mais là il faut aller vous faire soigner, oui peut-être que factuellement il faut aller se faire soigner, mais il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire en amont et c'est ce que vous disiez très bien, comment on travaille ensemble, parce que parfois la santé, on va dire il faut d'abord soigner, mais d'abord il faut, pour que la personne puisse se soigner, passer par d'autres volets d'accompagnement pour qu'elle soit effectivement pleinement mobilisée dans son parcours de soins. Et puis peut-être ce qui sont des préalables, on va dire, à la question de la coopération qui sont absolument indispensables. Aujourd'hui, notre actualité, c'est bien évidemment le mur auquel on fait face. Le mur de la question de l'enjeu de l'accès au droit. Parce que ça, c'est fondamental. Et ça fait partie aussi de la coopération. Je voudrais juste dire que sur la question du renoncement aux soins ou de l'accès aux soins, on sait que les personnes en situation de pauvreté, elles ont 3 fois plus de risques de renoncer aux soins. Et sur un territoire qui souffre de sous-dotation médicale, c'est 8 fois plus. 8 fois plus. Et sur l'accès aux droits, vous savez, on parle beaucoup de l'AME en ce moment, 50% de non-recours à l'AME, il faut quand même le dire, souvent quand on parle de il y a 50% de personnes qui n'y ont pas recours, et qu'on sait aussi, pour les personnes qui ne sont pas bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, qu'il y a 5 fois moins en fait, de personnes, quand elles ne l'ont pas, quand elles l'ont, en positif, qui renoncent aux soins. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que, encore une fois, ce levier de la question de l'accès aux droits des publics, il est aussi un levier dans les parcours de santé. Merci beaucoup pour ce premier diagnostic. Donc je continue sur mes questions. Pour toi, comment peut-on mieux coopérer? Comment peut-on mieux travailler ensemble? Comment les structures entre elles peuvent-elles? Est-ce qu'il faut attendre une impulsion des ARS, par exemple, ou est-ce qu'on peut y aller, nous, directement? Quel est ton avis?
En fait, il faut clairement y aller. Et là, je dois dire que, bien évidemment, il reste beaucoup de travail. Et pour toutes les personnes qui sont sur le terrain, on sait à quel point c'est difficile. Et moi, je veux quand même témoigner parce qu'il faut qu'on se donne de l'espoir. Et comme on a dit, on a aussi notre pouvoir d'agir et notre capacité d'agir, même si on a conscience qu'on est dans un environnement contraint, qu'on est dans un environnement difficile. Et c'est là où c'est important de poser vraiment l'ensemble des problématiques et de regarder ensuite les différents leviers qu'on a. Mais si on part du côté du terrain et de la capacité d'agir, moi je veux quand même témoigner que bien évidemment il y a eu quand même un bond considérable sur la prise en compte des questions croisées du social et de la santé. Je pense qu'effectivement, il y a quelques années, on pouvait dire c'est des champs, moi je fais du social, finalement la question de la promotion de la santé ou la prise en compte d'un environnement favorable qui pouvait avoir un impact sur les publics au-delà du soin, d'avoir un médicament ou d'avoir quelque chose, je fais très caricatural, ça je pense que c'est des choses qui aujourd'hui sont acquises. On comprend l'importance de ce travail et parfois on comprend aussi qu'on a un impact sur la santé des personnes, ne serait-ce que dans la façon dont on va animer un espace collectif, dans la façon dont on va aussi permettre que les personnes s'approprient, soient aussi actrices de ces enjeux de santé. Par exemple, si je prends dans les centres d'hébergement, les problématiques d'addiction, où avant c'était beaucoup un motif d'exclusion. Je pense que là-dessus, le travail qui a été mené entre les acteurs du médico-social, du social là-dessus, il reste du boulot. Mais quand même, les enjeux de réduction des risques, de rétablissement, de la capacité de déplacer le symptôme et de non plus focaliser là-dessus, mais de regarder autrement ça, la façon de travailler. Il y a eu quand même des consultations avancées qui ont été mises en place, des équipes mobiles. Donc ça, encore une fois, c'est important qu'on voit aussi toujours le verre à moitié plein et le verre à moitié vide pour qu'on puisse continuer à travailler sur les choses qui nous restent à faire. Et puis, c'est évident que la crise Covid qu'on a traversée et la façon dont vous avez été sur le pont en permanence, qui doit nous permettre, là aussi, dans notre plaidoyer sur la question de l'attractivité des métiers, de la revalorisation, de le répéter. On ne peut pas être applaudi un jour et délaissé, et ça, on ne lâchera rien là-dessus, parce que c'est fondamental sur la question de la reconnaissance des métiers. Mais voilà, tout ça participe, encore une fois, d'une prise de conscience et de progrès qui sont là. Alors maintenant, dans ce qui reste à faire, on a effectivement des dispositifs qui sont quelque part aussi des dispositifs jeunes, des dispositifs qui doivent s'installer. On sait que le changement d'une politique publique, c'est quand même au minimum une dizaine d'années pour que les choses se mettent en place et soient vraiment acquises du côté de la coopération. Nous, bien évidemment, c'est évident que ça se passe au niveau de l'échelle de territoire. La question de comprendre quels sont les dispositifs, de comprendre tous les comités locaux de solidarité, qui travaillent, comment, où est-ce qu'on a des trous dans la raquette, pas des trous dans la raquette. Donc ça, c'est important d'avoir cette bonne connaissance du territoire et avec qui je peux travailler. Ensuite, on a bien évidemment, derrière, et ça fait partie des choses qui sont importantes parce que nous, on voit beaucoup de projets extrêmement intéressants qui se mettent en place. Et il faut qu'on pousse là aussi cette logique de financement qui passe par ces appels à projets qui sont vraiment top-down, c'est-à-dire, tiens, je fais un appel à projet, ce qui peut se comprendre, hein. La ville, le département, l'ARS dit tiens, voilà, moi je veux faire un appel à projet là-dessus. Il faut qu'on inverse, mais totalement la logique, c'est-à-dire qu'on utilise des outils qui sont antinomiques de la question de la coopération. Voilà. Moi, qu'on ait des espaces d'innovation, qu'on puisse, mais on ne peut pas utiliser des outils qui nous mettent en tension, qui nous mettent en concurrence, alors qu'on n'arrête pas de nous dire décloisonner, coopérer. Donc là, on a poussé, vous avez des idées super. Moi, à chaque fois que je me déplace, je vois des choses qui sont faites entre l'hôpital, le social, le médico-social, de la co-référence, de la multiréférence, des choses, et on se bute à la question derrière de la pérennisation ou de la prise en compte dans la politique publique. Donc nous, notre plaidoyer, c'est on veut bien décloisonner sur le terrain, on a encore du boulot en termes de pratique, mais il faut que la politique publique, elle se décloisonne aussi. Ça ne peut pas juste être les acteurs de terrain, c'est systémique. Si nous, on bouge, il faut que le reste bouge.
Sinon, on se met dans des injonctions paradoxales, on se crée de la souffrance, on se crée du burn-out et on laisse plein de gens au bord de la route parce que, effectivement, on crée de l'exclusion. Autre point, bien sûr que, encore une fois, la coopération, elle ne se décrète pas, elle se construit. Donc, comme vous l'avez dit, derrière, c'est comment. Comment, c'est aussi des formations croisées, l'acculturation des uns et des autres. On l'a dit, parfois vous avez un hépatologue qui va dire non mais là il faut absolument que la personne elle se mette sous traitement. Eh bien dans le discours pluridisciplinaire, on va dire oui il faut qu'elle se mette, mais pour l'instant elle n'est pas stabilisée dans son habitat. Pour l'instant elle a encore un cheminement à faire vis-à-vis de ça. Et peut-être que d'un point de vue strictement médical, il faudrait qu'elle se mette sous ce traitement, mais pour l'instant il faut qu'elle ait telle et telle chose. Et justement pour pas, et que la personne a aussi son mot à dire, pas être en échec dans le suivi qui viendrait à dire « Ah oui, mais vraiment, c'est des patients qui sont trop compliqués, ils viennent pas au rendez-vous, ils suivent pas leur traitement, etc. etc. » Donc ça participe de cette interconnaissance, ça participe de la capacité à dire que le diagnostic médical est aussi important que l'évaluation sociale, et c'est ça aussi qui est très riche dans ce travail-là, et de ce que la personne a à dire, bien évidemment. Ça veut dire, là aussi, que dans la composition des équipes, tout ce qu'on voit sur les logiques de rétablissement qui avancent, de travail pair, dont on a un énorme enjeu aussi en termes de reconnaissance dans les équipes, tout ça, ce sont des leviers aussi dans la dynamique de coopération et d'action collective. Bien sûr, continuer la participation dans les comités locaux de santé, dans les espaces, encore une fois, de coordination, où le social est encore, je trouve, un peu trop absent, soit parce qu'on ne l'a pas dans le viseur, soit parce que, et c'est mon dernier point Grégory, tu n'auras pas à t'avancer, soit parce que, justement, pour nous, il ne s'agit pas de transformer les institutions sociales en structures médico-sociales. Je pense qu'il faut qu'on soit attentif à ça. Moi, j'avais beaucoup de retours et c'est intéressant de dialoguer avec vous, parce que c'est une vraie question. On se dit comment on fait évoluer les organisations. Par exemple, il y avait beaucoup de personnes qui disaient « mais moi, c'est mon lieu de vie ». Parfois, dans mon lieu de vie, j'ai pas envie que ça devienne un lieu de soins. En revanche, avoir du temps disponible pour aussi travailler ces articulations. On a des expériences dans les dispositifs qui portent leurs fruits et qui permettent, encore une fois, d'avoir cet investissement et cette capacité d'interconnaissance et de lien sur des parcours qui sont des parcours effectivement difficiles, complexes, parce que quand vous avez plusieurs années de rue, quand vous avez un parcours d'exil difficile, eh bien oui, ça demande du temps. Ça demande du temps pour s'inscrire dans un parcours de santé. Allez-y, et après je vais avoir une dernière question. En plus, je suis un peu vache, c'est une dernière question qui est en dehors des questions classiques. On va dire qu'on a vécu quelques lois compliquées ces derniers temps et que le contexte économique et budgétaire n'est pas terrible. Est-ce que, d'après toi, il nous reste de l'espoir ? Oui, alors, sincèrement, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on ne va pas se faire de la langue de bois, c'est dur, et il faut qu'on soit aussi clair que ça va être encore plus dur. Non mais voilà, il faut se le dire, 2025, on le sait, le prochain projet de loi finances va être très, très dur. C'est pour ça qu'on se mobilise dès maintenant, qu'on a fait toute la pétition que je vous invite à signer sur Solidarité en danger, que nous, on fait des recours juridiques, tout ce qui est manquement à la conditionnalité de l'accueil, on l'attaque sur tout ce qui est des décisions préfectorales contraires au principe d'inconditionnalité. Maintenant, en fait, notre rôle, c'est on utilise tous les outils qui sont à notre disposition. C'est lesquels ? La question juridique. On est sur des questions de droit. Donc, dès que le droit n'est pas appliqué, il faut qu'on se mobilise et qu'on attaque du point de vue du droit. C'est factuel, point barre. Le droit est respecté, il n'est pas respecté, il n'est pas respecté, on attaque. Parce qu'on est garant de cette question des droits. Pas tout seul, on a le défenseur des droits, on a plein d'autres organismes avec lesquels on travaille. Le deuxième, c'est la question du plaidoyer et de la façon dont on va se mobiliser dans le débat parlementaire, parce qu'on est quand même en démocratie, on a un débat parlementaire et il faut jouer de ce travail avec les députés et c'est ce que nous allons faire ensemble dans le PLFSS, dans le PLF, parce qu'il faut qu'on continue vis-à-vis de ça.
Le troisième, c'est bien évidemment tout ce que vous faites sur le terrain, parce que tout ce que vous faites sur le terrain participe du fait de tenir la ligne. On sait qu'on est dans la tempête. Quand on est dans la tempête, il faut qu'on tienne notre cap ensemble. Et ça, le travail social, on sait tous, le travail social, le travail médical, la question des métiers de l'accompagnement, on sait que c'est absolument indispensable à la cohésion. Donc soyez fiers de ce que vous êtes, ne perdez pas le moral, il faut tenir ce cap-là. Et le dernier volet, tu l'as dit sur Instagram, Facebook, au-delà mais oui, les réseaux sociaux, oui, la question de véhiculer une autre culture que celle de la stigmatisation des patients responsables qu'on va venir pénaliser. Je ne veux pas être dans une vision binaire des choses, mais réintroduisons de la complexité, réintroduisons le fait que non, ce n'est pas uniquement une responsabilité individuelle, ce n'est pas une inversion de responsabilité des associations qui ne feraient pas bien leur travail. On a tous à progresser. Bien évidemment qu'il y a des choses qu'on doit faire mieux, mais porter l'entièreté de la responsabilité de la dégradation des questions sociales, il n'en est pas question et on va se battre pour ça. Merci beaucoup Nathalie, on peut l'applaudir. Merci. Sylvain de Rancy, vous êtes directeur de la Fédération des maisons de santé Hauts-de-France et quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit quelque chose qui m'a marqué, c'est pourquoi on ne s'est pas rencontrés plus tôt. Et c'est vrai. C'est pourquoi on ne s'est pas rencontrés plus tôt, pourquoi on ne travaille pas plus ensemble, pourquoi on ne fait pas plus de choses. Alors, je vais vous donner, vous avez compris que je pose des questions un peu vaches, donc je vais vous donner la zapette pour passer le PowerPoint. Je vous laisse donc présenter votre PowerPoint. Est-ce que la zapette fonctionne bien? Parfait. Et répondre à cette question. La parole est à vous. Magnifique. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Sylvain de Rancy. Je suis le directeur de la Fédé des maisons de santé des Hauts-de-France. Donc, qui est la Fédé régionale du mouvement qui s'appelle Avec Santé. Vous voyez le petit logo là. Avec Santé, c'est Avenir des équipes coordonnées en santé. C'est la fédération nationale. Alors, vous voyez, on a des fédés dans chacune des régions. Qui représente donc les maisons de santé en France. Je suis content que vous soyez venus ici en Hauts-de-France et à Amiens. Vous avez pu découvrir la ville hier et cette nuit peut-être. Alors, les maisons de santé, il y en a 2500 en France. Voilà, c'est un mouvement, une dynamique montante, grandissante. Voilà, depuis les premières années, dans les années 2000 jusque maintenant. L'ACI, qu'est-ce que c'est? C'est les financements, c'est l'accord conventionnel interprofessionnel, les financements de l'assurance maladie pour les maisons de santé. Vous voyez, les deux courbes fonctionnent, ont la même dynamique. Quand une maison de santé crée son projet de santé, donc détermine sur un territoire des priorités à se donner. Quand l'équipe de professionnels qui est pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire, choisit de s'engager, eh bien, comme c'est de l'exercice libéral, pour dégager du temps, il y a des financements de l'assurance maladie. Voilà, il y a à peu près, donc c'est même noté, 77% des maisons de santé qui ont l'ACI. En Hauts-de-France, pour faire un peu donner des chiffres locaux, il y en a 260 des maisons de santé. Alors bien sûr, on a parlé juste avant de notre système de santé qui est en silo. On essaye de décloisonner tout ça, de créer des passerelles, de faire des ponts. Déjà, au sein de nos propres équipes, qui sont pluripro, il faut quand même reconnaître que les formations sont différentes entre la médecine générale, les infirmiers, les pharmaciens, les kinés. Donc apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble, c'est déjà une première marche. Savoir ce que chacun fait pour pouvoir mieux travailler ensemble, s'organiser, créer des protocoles, créer une dynamique d'équipe aussi, c'est l'enjeu qu'il y a au sein des équipes. Pourquoi faire? Pour avoir plusieurs missions, l'accès aux soins, donc ouvrir nos structures de 8h jusqu'à 20h, pour qu'il y ait une facilité d'accès. Pourquoi pas créer des actions de prévention aussi, créer une organisation d'équipe. Et enfin, se réunir autour de la complexité,
pour savoir comment mieux prendre en charge et aussi comment prendre en charge de bout en bout les cas les plus complexes. Voilà, c'est au sein des maisons de santé, c'est essentiellement du premier recours, avec parfois des vacations et du second recours. Et puis, c'est une participation à un écosystème global, vous voyez, avec les centres de santé où on a des professionnels qui sont salariés, des structures médico-sociales, des maisons de retraite, des EHPAD, et aussi les structures associatives aux alentours. Et puis des ponts aussi avec les CPTS, qui sont l'échelon de coordination territoriale, alors que la MSP, elle est sur une patientèle donnée. Et puis les DAC aussi, les contrats locaux de santé, les dispositifs d'appui à la coordination. Je fais de la vulgarisation d'acronymes à mes heures perdues. Et avec l'hôpital aussi, évidemment, bien sûr. Et aussi tous les professionnels de santé qui travaillent en exercice isolé et qui sont bien souvent, la plupart du temps, adhérents des CPTS. Alors, je pense que la seconde question, c'était comment on travaille mieux ensemble, puisqu'on maintenant qu'on se rencontre, j'ai appris que c'était la 27e édition de ce séminaire, de ce colloque. Donc, pourquoi on ne s'est pas rencontrés avant ? Nous, de notre côté, la Fédé et Avec Santé a essayé d'innover, de transformer les choses, de décloisonner, d'avoir une vision de la santé et de la prise en soin plus globale. Et pour ce faire, elle a participé à une expérimentation qui s'appelle SECPA, structure d'exercice coordonné participative. C'est en fait cette expérimentation qui s'inscrit dans le cadre de l'article 51 de la loi HPST, qui promeut les dispositifs et les dispositifs les plus innovants. Eh bien, s'inscrire là-dedans, c'est en fait la formalisation de ce qui se fait sur certains territoires depuis de très nombreuses années, qu'on a appelé plus souvent la santé communautaire. Donc c'est inscrire l'équipe de professionnels sur un quartier, recevoir les usagers, les écouter, les prendre en soin, leur apporter pas seulement du soin clinique, mais aussi un accompagnement social qui peut être parfois psychologique ou parfois en interprétariat, et aussi créer des nouveaux postes dans ces structures-là, des postes de médiateurs en santé qui vont accompagner les personnes de bout en bout. Alors, la formalisation de tout ça à travers cet article 51, ça a donné la possibilité à 26 structures, 13 centres de santé et 13 MSP, d'avoir des financements pour créer des postes, avoir des nouvelles missions, décloisonner le soin, sortir de leurs murs, aller à la rencontre des usagers et transformer la structure de soins en lieu de vie pour pouvoir faire de la qualité et puis avoir une prise en soin qui soit optimale et répondre à ce qui a été dit avant, que le soin clinique et l'efficacité de ce soin dépend aussi avant tout de l'écoute à la personne, de sa situation, du moment du soin. Il y a peut-être des difficultés, des problématiques à régler avant de donner un traitement pour que la personne soit la plus à même, la personne concernée soit la plus à même d'être en phase avec sa prise en soin et aussi retrouve un chemin peut-être vers l'autonomie. Alors là, je me rends compte que c'est complètement illisible. Mais en Hauts-de-France, on a la chance d'avoir 3 structures d'exercice coordonné participative. Donc la maison de santé du Crisbelard à Dunkerque, celle de Mont-Soleil à Outreau et le centre de santé Abèche Solidarité de Lille, qui est peut-être présent ici. Levez la main. C'est pas venu. Alors... On les aime quand même, on les oublie pas. Même si notre mouvement, c'est le mouvement des maisons de santé, le centre de santé fait un travail formidable sur la métropole lilloise. Alors, les nouvelles missions de SECPA, c'est en fait, vous voyez, une maison de santé
elle rédige un projet de santé, elle a des financements et elle a ses principales missions, c'est l'accès aux soins, la coordination, donc travailler ensemble dans l'équipe et puis créer des protocoles, faire des actions de santé publique, avoir une démarche qualité aussi, donc créer des projets dans ce sens-là avec une certaine méthodologie. Et là, la structure participative, elle va approfondir tout ça au niveau du projet de santé, elle va faire participer les usagers encore plus que ce que font déjà les structures classiques, elle va proposer des nouveaux services avec une prise en charge des consultations de psychologues, avec de l'interprétariat s'il y en a besoin, avec la création d'un poste de médiation pour aller vers les patients, les amener vers le soin, les accompagner tout au long de leur parcours aussi. Et ces patients-là, on va le voir après dans la... Donc je vous passe tout ça parce que cette diapositive, c'est celle qui provient en fait de l'évaluation de ces structures d'exercice coordonnées participatives. Donc je vous passe tout ça, on a vu un petit peu les missions, et puis il faut aussi que je garde des possibilités d'avoir des questions après. Alors on voit qu'en fait ces structures-là, qui sont innovantes, qui se situent en proximité des quartiers prioritaires de la ville, et ben finalement, elles accueillent dans leur patientèle plus de patients en ALD, plus de patients bénéficiaires de la C2S et plus de patients bénéficiaires de l'AME. Je ne vais pas vous faire les acronymes parce que je pense que vous les connaissez. Et donc finalement, sur le lieu d'implantation de ces structures-là, c'est une première réponse, on va dire, qui est pas la seule forcément, mais c'est une première réponse par ce dispositif d'offrir une solution et de créer des ponts pour les personnes en situation de précarité, de grande précarité. Et puis finalement, vous voyez sur les chiffres à côté, là 35,3, 36, ça c'est en fait le territoire d'implantation rend plus attractive la structure pour les personnes en situation de précarité. Donc dans la patientèle, il y a encore plus de personnes qui viennent dans ces structures-là, de personnes concernées par la précarité, les situations complexes, etc. Pourquoi elles viennent ces personnes ? 60%, c'est pour du soin classique, des prises en soins, parfois des problèmes aigus, ou alors un parcours classique. Pour 40%, c'est véritablement les nouvelles missions de la structure participative, donc la médiation, les soins psychologiques, l'accompagnement social de bout en bout, l'interprétariat, la participation très ciblée sur des actions de santé publique et recueillir la parole aussi des usagers, organiser des cafés discussions autour de certaines thématiques de santé. Et donc, finalement, on voit qu'il y a une certaine efficacité quand la structure est créée et qu'elle se développe et qu'elle est connue. Eh bien, il y a une transformation, une légère transformation de la patientèle et une inclusion et un bénéfice. On va dire que les patients profitent de ces nouveaux services et les investissent. Alors, on voit aussi que le taux au niveau de la santé participative, là, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ça, mais bon, on va passer. La consommation de soins de santé participative, elle est supérieure dans ces structures-là. Alors, les bénéfices des maisons de santé participative, elles vont pour les populations bénéficiaires, pour les professionnels de santé qui exercent, donc qui se rendent compte qu'il y a une facilité d'avoir quelqu'un et des postes créés pour la prise en charge sociale, pour la médiation en santé, pour l'interprétariat. La population qui en bénéficie, elle se sent sans doute plus écoutée, mieux accompagnée aussi. Et finalement, les territoires y trouvent aussi une amélioration et ça désenclave des quartiers qui peuvent être stigmatisés comme peuvent l'être ceux en situation prioritaire au niveau des politiques de la ville.
Les enjeux de cette expérimentation, c'est qu'elle se généralise finalement. Donc elle arrivera à son terme en avril 2025, où on pourra tirer tous les bénéfices de ces nouvelles structures et de leurs nouvelles missions. Les éléments d'évaluation que je viens de vous présenter, qui ont été présentés fin d'année dernière par une structure indépendante qui a été missionnée par le ministère qui porte l'expérimentation, eh bien, elle a conclu au niveau qualitatif sur les bénéfices de ces structures et les points d'amélioration, comme bien souvent, sont sur la pérennisation de ces structures et sur le système financier pour rendre compte et pour pouvoir amener vers une généralisation. Voilà. Merci à vous de votre écoute. Merci beaucoup. Alors, je vais trahir une de mes règles, mais comme j'ai reçu beaucoup de questions similaires, dont une personne qui m'a dit « pose-la maintenant », donc je la pose. C'est donc, nos structures peuvent aller voir les maisons de santé et demander à coopérer, à passer une convention, à travailler ensemble. C'est une possibilité. C'est plus qu'une possibilité, c'est recommandé même d'aller voir des structures, de créer des ponts. Les professionnels, ils se réunissent en moyenne au moins une fois par mois, tous ensemble pour évoquer les cas complexes. C'est l'occasion d'aller présenter vos structures médico-sociales, d'aller présenter ce que vous faites, et aussi d'aller créer du lien et de solliciter les professionnels de santé pour créer des partenariats autour d'actions spécifiques, autour de l'accueil. Je le recommande même vivement. Parfait, merci beaucoup, merci encore. Alors, nous allons passer ensuite à Anne Depenlotte, chef de projet Haute Autorité de Santé et pilote du groupe de travail Grande Précarité et Troubles Psychiques, et Pascal Izoard-Thomas, coprésident de ce groupe de travail et directeur général d'Alinea. Alors déjà, moi je tiens à vous remercier parce que notre rencontre et notre échange a été particulier, c'est que vous m'avez dit on a envie de vous rencontrer, on a envie d'échanger, et on a envie de présenter. Et moi, ce que je trouve bien, c'est que maintenant, on vient nous voir en nous disant on a envie de nous voir. Déjà, ça fait plaisir. Ensuite, l'autre point, c'est de dire on a envie de faire la promotion de tout ce travail parce qu'il a été fait avec, évidemment, des experts, il a été fait avec des retours de terrain. Donc voilà, merci beaucoup, en tout cas, pour tout l'enthousiasme que vous avez mis à vouloir nous le présenter. Je vous remercie sincèrement et je vous laisse la parole. Eh ben, je vous remercie à mon tour. Merci beaucoup. Et effectivement, c'était une très belle opportunité pour nous. Je suis Anne Depenlotte, je suis chef de projet à la Haute Autorité de Santé, HAS, moins connue que HAS de Marseille, mais on fait des efforts pour se rendre visible. Et donc, justement, on est là pour vous présenter des recommandations de bonnes pratiques publiées par la HAS en janvier dernier sur l'accompagnement santé sociale, donc santé effectivement, prévention et soins sociaux des personnes en situation de grande précarité souffrant de troubles psychiques. C'est un public que vous connaissez bien et tout ce qu'on va dire là va faire écho à tout ce qui s'est dit hier et aujourd'hui. J'espère qu'on ne va pas être trop redondant. Je pense que c'est plutôt un bon signe qu'on le soit. Je vous demande un peu de patience. Je vous demande de ne pas trop vous impatienter si on répète des choses. Mais je pense que la répétition a justement un effet pédagogique et on va se reconnaître dans ces constats et ces pistes d'amélioration. Donc, la Haute Autorité de Santé a été saisie par les pouvoirs publics, enfin c'est la façon dont on travaille, a été saisie par les pouvoirs publics de la question des personnes en situation de grande précarité souffrant de troubles psychiques, parce qu'il y avait des constats qui sont communs aux acteurs et aux pouvoirs publics sur la difficulté de prise en charge de... Est-ce que la technique peut nous régler le petit problème d'HDMI ? Oui. Bon, je continue quand même. Sur les difficultés, alors ça, je pense que vous êtes... c'est quelque chose avec lequel vous êtes vraiment tout à fait familier. Les difficultés d'accès aux soins, aux droits, aux prestations sociales de ces publics qui cumulent les difficultés. Souvent, en fait, c'est
à la fois grande précarité, c'est-à-dire le marqueur étant le logement. On a pris le logement comme marqueur. C'est les personnes dénuées de logement personnel ou des personnes en grande difficulté dans leur logement du fait de leurs troubles psychiques et qui cumulent grande précarité, troubles psychiques. Là, on a ouvert très largement. C'est-à-dire il n'y a pas une liste de diagnostics, c'est l'ensemble des troubles psychiques. Et souvent, il y a aussi des problématiques somatiques, des problématiques administratives. Et c'est des publics qui sont en fait renvoyés d'une structure à l'autre, qui trouvent difficilement leur place dans le système. Constat de cloisonnement persistant entre les interventions sanitaires et sociales. Et il ne faut pas se le cacher, des tensions, notamment entre les acteurs du social et les acteurs de la psychiatrie et de la psychiatrie publique, dont certains justement des plaintes sur l'accès aux soins psychiatriques et une saturation des dispositifs, qu'ils soient du côté du social ou sanitaire, une évolution des profils, une diversification des profils, plus de femmes, plus de mineurs, et puis une majorité de migrants, donc des problématiques qui se diversifient. On se rend compte que c'est des problèmes qui sont partagés par l'ensemble des pays à revenus élevés. Bon, évidemment, les autres pays aussi, mais les questions se posent de manière un petit peu différente. Ça interroge très profondément les systèmes de solidarité. Et donc, les pouvoirs publics ont demandé à la HAS de travailler sur le sujet en faisant le constat que vous faisiez, qu'il y a beaucoup d'expérimentations très intéressantes, des coopérations, mais que ça ne diffuse pas assez. Et ils souhaitaient que la HAS puisse travailler sur l'existant, que ce soit à l'international ou en France, pour réfléchir aux solutions. Parce que bon, les problèmes, on les connaît, et les solutions, en fait, on les connaît aussi, mais elles ne diffusent pas suffisamment, elles ne se généralisent pas suffisamment. Donc, on a utilisé la méthode habituelle de la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire un groupe de travail pluriprofessionnel, pluridisciplinaire, avec des experts, mais aussi des personnes concernées. On avait des personnes qui avaient connu la rue, qui avaient connu les troubles psychiques, y compris des hospitalisations en psychiatrie, et qui nous ont beaucoup apporté. On a choisi d'avoir une double présidence. Donc il y a l'un des binômes qui est présent à côté de moi. Une très large relecture et une publication en janvier dernier. Donc un travail avec les professionnels concernés pour pouvoir construire un document pragmatique dans lequel les cibles, enfin les professionnels concernés puissent se reconnaître et qui prennent en compte aussi le point de vue des personnes concernées. Donc les livrables, comme on dit, à la Haute Autorité de Santé, c'est d'abord un rapport de 400 pages, donc qui va beaucoup vous intéresser, que vous allez lire dès que vous allez sortir de cette conférence, qui fait le point. Il y aura un petit résumé du rapport, une petite synthèse. Il y a une synthèse de 2 pages en 10 points clés. Bon, vous vous doutez que moi je lirai les 400 pages, mais la synthèse, c'est pas mal quand même. Oui. Non, mais c'est très important d'avoir ce rapport parce qu'il fait vraiment le point sur l'ensemble des données scientifiques et empiriques sur la question. Donc c'est à la fois la littérature internationale et on l'a beaucoup exploré. On voit d'ailleurs que par exemple, on voit que la prévalence des troubles psychiques dans les populations en grande précarité est très élevée. C'est à peu près 75%, 30% pour les pathologies les plus sévères. Donc c'est vraiment très, très important. Et ça, c'est partout. Et on a exploré toute la littérature épidémiologique. Et puis, on a fait un état des lieux des pratiques en France et à l'étranger pour justement s'inspirer de dispositifs innovants. Il y a une recommandation de bonne pratique, un peu plus courte, une 50aine de pages, une synthèse, et puis on a tenu à faire des fiches outils
ce qu'on appelait des fiches outils ou des fiches pratiques qui permettent, parce que les professionnels nous disaient, c'est très bien les recommandations transversales, mais il faut qu'on puisse identifier nos responsabilités. Et donc on a fait des fiches. Et bien sûr, ça c'est la Haute Autorité de Santé tout de même s'intéresse beaucoup à la question des soins primaires. Et donc il y a effectivement une fiche des soins primaires et on va jusqu'à des détails aussi pratiques que la question des rendez-vous manqués, des politiques de recontact, de reprogrammation dans les territoires où il y a des personnes en grande précarité. Donc vous voyez, on va, je dirais, assez loin. Enfin, on a essayé d'être le plus près, d'aller du plus scientifique au plus pratique dans nos publications. Donc c'est bon, oui, ça marche. Donc pour compléter juste cette description un petit peu de ce document, effectivement, on a fait le siège. Alors moi, je suis en plus un infiltré, puisque adhérent de la FSH. Néanmoins, c'était important. On est partout et c'est pour ça qu'on a voulu mettre des adhérents à l'HAS partout. C'est ça, vous savez, on est partout. C'est pour que les pouvoirs publics sachent qu'ils nous verront partout et tout le temps. Exactement. Mais au-delà de la blague, en tout cas, l'idée, c'est effectivement de venir vous présenter ce travail, parce que il y a deux ambitions en fait très fortes derrière ce travail. D'abord, c'est la réunion de tous ceux qui ont l'habitude, très souvent dans les situations tendues, de se renvoyer la responsabilité. Donc là, on est vraiment avec des travailleurs du social, du soin, du logement, de l'hébergement, de l'insertion, la police même. On a eu des échanges. Voilà, on a travaillé de manière très très large pour se dire, finalement, dans ces difficultés, comment on essaye de... Ça a été très bien dit tout à l'heure, bravo pour cette phrase, de se dire comment on se met au travail et quelque part, à partir d'illustrations très pratiques, de vous démontrer et de démontrer que c'est possible et qu'il y a plein d'illustrations qui existent sur le territoire. Donc ça, c'est un premier point, des repères partagés qui montrent que c'est possible et que très souvent, on se met nous-mêmes des limites et qu'on raisonne pas suffisamment dans une logique territoriale. Et parfois même, c'est pire, et même, mais à culpa en ce qui me concerne, et mon équipe qui est ici le sait, quelquefois au sein même de nos associations, on n'arrive pas à travailler ensemble. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet de décloisonnement, avec un appui très fort, avec beaucoup d'illustrations pour démontrer que ces décloisonnements, certes, ils sont lourds au départ, mais qui produisent des effets extraordinaires, qui redonnent du sens, qui raccrochent les professionnels au sens de leur travail. Premier point. Et deuxième point, c'est eux-mêmes qui nous l'ont demandé, donc quelque part, c'est assez normal que ça revienne vers eux, c'est que ce document, il a aussi pour objectif d'interpeller les pouvoirs publics. Interpeller sur cet aspect de possibilité qui est rendu possible lorsque les coopérations se créent, et c'est le thème, je crois, de cette conférence, mais aussi les interpeller pour leur dire, mais soutenez-nous pour pouvoir faire ces décloisonnements. Et en plus, on a le soutien sur des idées nouvelles de la littérature, avec ce rapport d'élaboration qui fait effectivement 400 pages, mais, je le précise, qui a un excellent sommaire, qui va vous permettre d'aller trouver des sources inépuisables d'arguments pour pouvoir appuyer vos idées auprès de vos tutelles. Et c'est très souvent, alors on enfonce des portes ouvertes, mais avec des arguments scientifiques. Et donc c'est souvent plus facile pour pouvoir discuter. Et c'est extrêmement important pour nous de pouvoir l'évoquer en ce sens. Donc, pour vous présenter les recommandations le plus brièvement possible, mais on ne sera pas très bref quand même, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On a organisé les recommandations en 4 axes. L'action publique, l'accès, la question de l'accès, les interventions adaptées et coordonnées, et la prise en compte de vulnérabilités spécifiques. Et avec, comme je dirais, fil rouge, justement, cet esprit de coordination entre acteurs pour aller vers, mais aussi, vous le verrez, pour rester avec les personnes, pour être vraiment au plus près de leurs problèmes et justement avoir cette approche transversale sur les problématiques de personnes qui cumulent à la fois grande précarité et troubles psychiques.
Alors, premier point, la question de l'action publique, l'interpellation auprès des acteurs publics. Donc, on l'a dit, je viens de le dire à l'instant, mais d'essayer d'avoir, à travers ce document, une interlocution auprès des pouvoirs publics pour qu'ils soient facilitateurs et non pas qui limite pas trop les coopérations. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, la question aussi dans ce document est de démontrer qu'il y a des dispositifs qui sont aujourd'hui développés, qui sont pertinents et dont on réclame la généralisation. Donc les équipes mobiles de psychiatrie précarité qui n'existent pas sur tous les territoires. La question du programme Chez Soi d'abord, pareil, qui nécessiterait d'être considérablement développé. Les résidences accueil, alors là, LHSS et ACT sont souvent en difficulté sur les orientations sorties et c'est une opportunité, les résidences accueil, de pouvoir créer des parcours pour des publics compliqués. Donc, je ne sais pas si vous maîtrisez tous, hein, c'est des sortes de, enfin, si je caricature, des sortes de pensions de famille, résidences sociales, mais très, très étayées avec un soutien très fort sur les questions de santé, notamment psy. Et puis, de manière générale, alors c'est dans de nombreuses pages des recommandations, illustrent de nombreux exemples où il y a une pertinence et une efficacité à des dispositifs qui intègrent à la fois des psychiatres, des psychologues, des acteurs du logement et des acteurs de l'accompagnement social et de l'insertion. Voilà, donc c'est tout cet ensemble de dispositifs qui sont présentés dans le document et dont on demande, en tout cas la HAS recommande la généralisation. On ne l'a pas dit, mais le document de la HAS est quand même opposable d'une certaine manière à certaines autorités, donc c'est aussi un point important à avoir en tête. Troisième point, pardon, dans cet aspect de recommandation auprès des acteurs publics, la question soutien aux coordinations qui est bien mis en avant en mettant notamment, alors je l'évoque parce que ça a été dit au début de cette table ronde sur la question des soins primaires, effectivement souligner l'importance des maisons de santé pluridisciplinaires, des pluriprofessionnels, pardon, des CPTS ou de bien d'autres acteurs pour créer ces lieux de coordination. Bon, je n'insiste pas plus que ça. Et puis un point, enfin, aussi qui est bien souligné, c'est la question de la simplification administrative, avec un aller vers administratif qui est recommandé par la HAS et plusieurs exemples qui viennent démontrer que souvent, au-delà même des idées de discrimination dont peuvent faire l'objet les publics qu'on accompagne, souvent c'est pas forcément la discrimination qui est en cause, mais c'est une telle complexité des démarches administratives qui existent qui crée la discrimination et que la simplification administrative peut avoir un impact direct dans la lutte contre la grande pauvreté et sont évoqués notamment le développement de la CSS qui a vu sur des indicateurs, c'est le défenseur des droits qui a fait des études qui ont démontré que, ça vient d'être récemment d'ailleurs republié, que la mise en place et la généralisation de la CSS facilite l'accès aux soins et voit des publics en grande précarité retrouver sur certains territoires le taux d'accès aux soins de la population générale. Alors qu'auparavant, on était dans certains territoires, un des précédents rapports du défenseur des droits montrait qu'avant la CSS, il y avait entre 15 et 20 points de moins pour ces publics par rapport à des publics de la population générale. Donc ça, c'est un impact très direct. Et puis aussi, la levée des freins avec la simultanéité d'ouverture des droits. Alors évidemment, on a évoqué les plateformes Ukraine, avec CPAM, CAF, tout le monde au même endroit, en simultanéité, ouverture des droits pour l'ensemble de la cellule familiale et pas seulement pour monsieur ou madame, ou pas seulement pour les enfants. Ça marche, miracle. Eh bien oui, ça marche. Et donc on en demande effectivement la généralisation. Donc coopération, mutualisation, territorialisation et simplification administrative sont largement présentes dans cette recommandation auprès des acteurs publics. Deuxième série de recommandations sur l'accès aux droits avec cette notion de l'aller vers dans un contexte de développement de l'ambulatoire et de désinstitutionnalisation. Le choix du groupe de travail, étayé par la littérature, n'a pas porté sur la recommandation de créer des filières précarité. EHPAD de précarité, SIA de précarité. Il y a des exemples, on les a observés, ils ont de leur pertinence, mais très souvent, leur mise en place aboutit à une saturation très rapide. Donc ça crée en fait des paliers. Donc la recommandation du groupe de travail, il y a eu beaucoup de débats. Ça a duré 3 ans. Donc on a quand même beaucoup débattu entre nous. Et en fait, cette question de l'aller vers et du rester avec. Aller vers n'est pas le terme suffisant.
rester avec, c'est-à-dire d'une temporalité qui soit suffisante. On l'a dit tout à l'heure, accepter que quelqu'un ne vienne pas au rendez-vous, accepter de retourner le voir même pour qu'il ait ce rendez-vous. Voilà, donc tous ces sujets sont abordés et la HAS recommande donc cette idée de ne pas lâcher les personnes lorsqu'elles refusent et de rester auprès d'elles d'une manière ou d'une autre parce que ça peut créer le lien à un moment. Alors cet aller vers, il est à tout niveau, pour les services administratifs, on l'a évoqué, pour les services sociaux, donc ça c'est le côté de l'hébergement, accepter un accueil véritablement inconditionnel, sans limiter les prérequis. Pour la psychiatrie, alors la sectorisation est abordée. Je ne sais pas si certains dans cette salle sont concernés par exemple le tour des SDF ou des règles de sectorisation. Bon, la HAS est très claire. Je ne vous dirai pas la page, mais vous irez la chercher. La sectorisation, c'est le choix, le libre choix de la personne. C'est le code de la santé publique. On revient sur ce que Nathalie Latour disait tout à l'heure. C'est le droit. Donc on ne peut pas imposer à quelqu'un d'être sectorisé à l'autre bout de la ville pour des questions d'analyse et de gestion de flux. Voilà. Alors après, tout ça, on va dire, c'est bien, c'est incantatoire. Parce qu'on ne peut pas, on est saturé. Eh bien, c'est là-dessus que le mot magique arrive, les coopérations. C'est-à-dire que oui, quand vous êtes dans cette situation de difficulté et dans cette difficulté pour faire de l'accueil inconditionnel pour ce qui concerne le centre d'hébergement, pour faire une sectorisation ouverte à celui qui le souhaite pour la psychiatrie, comment on travaille ensemble pour trouver des solutions. Voilà. Alors, sur l'aller vers, dernier point, le Ségur a fait fleurir des dispositifs d'aller vers et les recommandations, quand même, mettent en avant une petite limite, c'est de ne pas aménager non plus par l'aller vers du soin qui viendrait se faire à la rue. Aujourd'hui, imaginez, malheureusement c'est des faits réels, je vois qu'on se rapproche. Eh bien, bon j'évite, mais en tout cas on ne fait pas des piluliers dans la rue ou des glycémies. Voilà, la sectorisation sur le psy, j'en ai parlé. Alors, dernier point, sur les interventions, donc c'est un gros chapitre des recommandations, donc on va aborder le cœur du sujet. Oui. Allez-y, franchement, on a déjà reçu des questions avec Parquet. Est-ce que la FSH pourra nous faire des résumés? Donc je vous remercie. Voilà. Oui. Alors, déjà, juste, il y a une synthèse aussi qui est publiée, en plus du rapport de 400 pages. Juste, bon, on va essayer de balayer assez vite. Vas-y. Juste sur la question de l'approche préventive, évidemment, elle est recommandée quand on entend qu'il y a 50 centimes sur la prévention. Bon, c'est quand même assez déprimant. Mais c'est néanmoins, avec beaucoup d'illustrations, par exemple sur la rénovation urbaine, il y a des éléments d'illustration. Sur le passage de l'accès direct de l'hôpital au logement, pareil, il y a beaucoup d'illustrations. Et puis il y a un autre point aussi, c'est la question des transitions, qui est largement évoquée, avec, dans le rapport d'élaboration, c'est-à-dire le gros document de 400 pages, et dans les recommandations, et là, appuyez-vous dessus, clairement la HAS recommande que les moments de transition soient des moments d'intensification de l'accompagnement. C'est-à-dire accepter qu'il y ait des doublements de dispositifs d'accompagnement, que des publics, par exemple, accompagnés en centre d'hébergement, puissent voir les équipes d'accompagnement des centres d'hébergement venir intervenir dès l'hôpital, et qu'il y ait un recouvrement entre les deux. C'est ce qu'on appelle l'intervention en moment critique, donc que ce soit intensif, renforcé, et c'est contre-intuitif dans notre système en France, parce que trop souvent, quand on passe d'un système à un autre, on passe d'un interlocuteur à un autre, et c'est là que la rupture s'opère. Et donc ce que recommande la HAS, c'est qu'il y ait un recouvrement entre les dispositifs. Par ailleurs, ça c'est des choses qui ont été vues pendant tout le. Ne vous approchez pas. Non, voilà, je reste là. Pour ceux qui viennent d'arriver, quand je m'approche, c'est qu'on va vers la fin. Vous voyez, j'ai fait le premier pas, je me suis mis ici. Je n'ai pas encore franchi. Voilà, je ne suis pas encore là. Je rappelle quand même le cœur des recommandations, c'est tout de même cette approche globale dont on a parlé pendant tout le colloque, où on articule en même temps accès au logement, accompagnement clinique et social. Et bien sûr, il y a un chez-soi d'abord, mais il y a plein d'autres exemples. Sur les territoires en France et à l'étranger, intuitivement, les acteurs ont trouvé des solutions, y compris avec les acteurs de soins primaires, y compris avec des interventions de professionnels libéraux qui sont souvent là justement pour faire le lien. Et puis, justement, la question du traumatisme, la réduction des risques et des dommages, le pouvoir d'agir, tout ça on l'a vu, et c'est traité dans ces recommandations.
Et toute dernière diapositive sur donc la question de la pluridisciplinarité qui vient d'être évoquée, travailler entre professionnels, travailler entre et structures. La question de la paire aidance, qui est très largement développée. C'est la première fois qu'il y a un document aussi détaillé sur la question du rôle des pairs aidants dans les équipes, avec un double objectif, c'est de permettre aux personnes en grande précarité de conserver l'espoir, de se raccrocher aux soins, de se raccrocher aux droits, mais aussi, dans les équipes, l'incitation à développer la paire aidance, c'est aussi la question d'un renouvellement de nos pratiques, et qui est extrêmement bien évoquée là aussi. Je pense que par rapport au fonctionnement qui nous concerne dans cette assemblée, la question de se dire, à un moment, quand on refuse quelqu'un parce qu'on pense qu'on n'y arrivera pas, comment on va peut-être, avant de le faire, pour des raisons, par exemple, psy ou de trop de comorbidité ou autre, allons regarder. Enfin, je vous invite vraiment à aller regarder dans ces recommandations parce qu'il y a des exemples où on arrive à dépasser ces freins-là et ça provoque de beaux résultats. Voilà, donc sur la question des pairs aidants, bien développée, et sur la question, effectivement, des travailleurs sociaux qui vont faire des permanences dans les CPTS, dans les maisons de santé ou qui interviennent dans les CPTS, etc. Voilà, on voit bien tous ces éléments. Et puis je te laisse sur les crises psychiatriques, peut-être. Donc, juste, les crises psychiatriques, la question des crises psychiatriques sont traitées, y compris quand elles surviennent dans des structures sociales, pour donner des outils à chacun. Et puis, il y a des éléments sur des vulnérabilités spécifiques. Le groupe de travail n'a pas souhaité insister trop parce que c'est vraiment les recommandations transversales qui s'appliquent à l'ensemble des publics. Malgré tout, il y a tout de même des éléments à prendre en compte sur les parcours migratoires, le genre, l'âge et certains troubles associés. Voilà, merci. Merci à vous et je pense qu'on peut les applaudir. Je les ai un peu embêtés. Alors... on a le temps, j'ai eu 2 questions qui me sont posées, donc j'ai le temps de vous les poser. En plus des demandes, effectivement, à la fois de résumer, mais aussi de trouver la fameuse page. Voilà. Donc, la première question pour Monsieur Guillet. Y a-t-il une coopération entre les différentes CPTS d'un même territoire? Et comment est abordée l'approche sociale et médico-sociale dans les CPTS? Fallait pas me donner la parole si vous vouliez terminer à l'heure. Non, en fait, je vais répondre à votre question, mais j'avais envie d'intervenir presque à chaque personne qui a pris la parole, parce qu'en fait, c'est éminemment passionnant. Et je pense qu'il faut qu'on sorte de l'intentionnel et qu'on passe dans l'opérationnel. C'est vraiment le sens de mon intervention, et j'ai envie d'insister aujourd'hui là-dessus, parce qu'on a tous de bonnes intentions, mais quand est-ce qu'on y va vraiment? Moi, je crois beaucoup à la mutualisation des ressources, c'est-à-dire ne pas tout attendre de l'État tout-puissant, puisqu'on peut aussi lui reprocher beaucoup de choses, mais en même temps, c'est notre rôle aussi à nous, peut-être de mutualiser certaines ressources, de croiser des dispositifs, justement de comprendre où sont nos pseudo-frontières pour peut-être les dépasser et mutualiser certaines ressources humaines. On voit les sujets des pairs aidants. Moi, je crois beaucoup en ce sujet de l'aller vers et de rester. Ça a été mis tout à l'heure dans le rapport, mais je crois que c'est un enjeu essentiel. Alors, les CPTS et leur structuration. Il y a 3 niveaux d'organisation dans la décentralisation du système de santé aujourd'hui. Et quand je parle de santé, je ne parle pas que du soin, j'insiste là-dessus encore une fois. Je crois qu'il y a ce sujet de décentralisation vers les régions, mais je crois que la vraie échelle opérationnelle, c'est le département. Il faut un renforcement en fait, des moyens à l'échelle départementale, parce que c'est l'échelle la plus connue de l'ensemble des acteurs et de l'ensemble des associations que nous représentons aujourd'hui. Nous, c'est ce qu'on appelle l'inter-CPTS départementale. C'est en train de se développer. C'est-à-dire qu'il y a une coordination logique qui se fait au travers de dispositifs qui existent, comme les DAC, le service d'accès aux soins. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y a 700 ou 800 acronymes, je crois, en santé. Mais en tout cas, l'échelle départementale sur les financements. Et arrêtons d'avoir cette politique du ruissellement qui ne fonctionne pas. Je crois qu'il faut qu'on mette le pot à l'endroit où se passent les actions, c'est-à-dire l'échelle opérationnelle du département. Et le cœur des politiques territoriales, c'est quoi? C'est de faire confiance aux acteurs. Le principe de l'article 51 était bon, mais l'État a repris ce sujet administratif, et du coup, on a fait quelque chose d'imbuvable. Moi, j'en ai monté plusieurs articles 51 sur plein de sujets, la dénutrition des personnes âgées, etc.
on se plante à chaque fois parce qu'on a des piles comme ça à remplir et c'est décourageant. Donc, je crois que la politique du confiance aux acteurs, on n'est pas là pour manger de l'argent, hein. On est là aussi pour mettre en place des actions, et tout sauf une politique de ruissellement. Et oui, je réponds oui, il y a une structuration qui se met en place là, au plus tard fin 2025, vous aurez des inter-CPTS départementales partout, qui seront vraiment l'échelle la plus coordonnée. Pourquoi ? Parce que ce qui est vrai dans le nord ou dans le sud d'un département, je parle sur un aspect d'organisation, ça, il faut un cadre, donc ça c'est le département, et ensuite l'opérationnel, c'est le territoire. Merci beaucoup. Monsieur De Rancy, j'ai 3 questions et vous avez 2 minutes 50 pour y répondre. Donc, la première, comment s'articulent les SECPA, vont-elles être généralisées et s'articulent avec les CPTS ? Y a-t-il une collaboration ? La deuxième question, qui finance les postes de travailleurs sociaux et l'interprétariat ? Et la dernière question, les interprètes sont-ils formés aux problématiques du médico-social ? Très bien, très bonne question. Alors, première question, sur l'interprétariat, en fait, il y a une ligne de financement dans le dispositif SECPA, donc les interprètes sont formés et financés dans ce cadre-là. Est-ce que ça va être généralisé et comment les structures, les MSP, souvent les MSP SECPA et les centres de santé SECPA travaillent forcément avec les CPTS, sont adhérentes des CPTS. C'est en fait des structures de soins libérales, donc elles s'incluent dans le territoire de manière normale, j'ai envie de dire, ou classique. Donc elles sont adhérentes. Est-ce que ça va être généralisé ? C'est pas à moi qu'il faut poser cette question parce que je n'ai pas la réponse. L'évaluation donnée en fin d'année dernière a été bonne. Le seul écueil, ça a été comment pérenniser ce modèle de financement. On en revient toujours un petit peu aux mêmes questions. Comment en fait l'argent qui va être injecté va pouvoir être bien dépensé pour que ce soit efficace et comment passer à l'échelle du dessus. C'est la question qui est restée en suspens et qui a repoussé la date butoir à avril 2025. Donc j'espère que ça va être généralisé, mais je n'ai pas de réponse à cette question. Allez poser un cierge à Saint-Rita du ministère et on verra bien. On y va souvent. Alors, merci encore une fois. Je pense qu'on peut les applaudir et on peut vraiment dire pour l'intervention.